Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Kieran Baisley. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Avant de passer directement à l'introduction, on va juste introduire le fait que tu es australien et tu sais parler français. Donc, c'est ce qui nous donne la possibilité de créer ce podcast. Du coup, Kieran, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors moi, je suis Kieran, je viens d'Australie, près de Melbourne, dans le sud. La raison qu'on est ici aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai créé une application qui s'appelle Zencast, qui aide les podcasteurs à publier ses podcasts à iTunes, Spotify, créer son propre site internet. Avec Martin, on parlait un peu au sujet de podcast. Ils m'ont invité ici de parler un peu de comment j'ai créé Zencast. Dans ma vie, sauf Zencast, j'aime bien passer le temps en vélo, le VTT, au surf, à la plage. Et en hiver, j'essaie de passer le temps dans la montagne pour faire du ski. Sinon, j'aime bien lire beaucoup de trucs sur Internet au sujet de la programmation et le business. Ok. Comment tu es venu à créer Zencast ? Comment l'idée t'est venue ? Alors, l'idée m'a frappé pour la première fois quand j'avais 18 ans. J'étais en lycée. À l'époque, pour gagner un peu d'argent, je donnais les journaux dans la ville où j'habitais. Donc, du coup, chaque semaine, j'avais 1h30 pour marcher dans les rues et voir les voisins, mais aussi en même temps, j'écoutais plein de podcasts. Et souvent, pendant le podcast, il y avait des hosts qui notaient comment c'était si difficile pour uploader et publier un podcast. Et donc maintenant, ça a changé, c'est plus facile maintenant. Mais à l'époque, il y avait peut-être 2 sites que les personnes utilisaient pour publier ces podcasts. Et moi, je cherchais pour un projet apprendre comment coder. Je pensais, OK, peut-être je peux apprendre un peu plus au sujet de podcast et comment c'est possible, créer un logiciel qui pourrait faire ça. L'idée est passée, mais après, j'ai fini mes études en lycée. J'avais un gap year. J'avais plein de temps pour réfléchir et aussi pour apprendre quelque chose de différent. Et l'idée de prendre coder, ça arrivait encore. Mais j'ai commencé, j'ai passé 1, 2, 3, 4 mois, je pense, pour apprendre un peu de la programmation. Et j'ai créé une application qui faisait un peu la base de Zencast maintenant. C'était possible de choisir une fiche MP3, choisir une destination, créer une émission, mais vraiment juste très minimal. Et ça restait sur mon ordinateur pour la prochaine année, 2 ans. Et après, j'ai continué d'écouter au podcast. Le podcasteur disait la même chose. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi toi, j'ai créé cette RSS feed? Pourquoi ça ne marche pas avec WordPress? Pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver plus de détails de mon grand public? Non. Il y avait une journée en particulier quand un pote de moi, il me dit, ouais, pourquoi tu ne lances pas le site en ligne et trouver peut-être 1, 2, 3 clients et voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je suis allé sur Twitter, j'ai tapé podcast et je viens de parler avec le podcasteur. C'était comme ça que j'ai créé Zencast et depuis là, j'ai continué, j'ai changé les choses, j'ai ajouté les features que les podcasters en cherchent.
Ouais, bref, c'était un peu pas hasard, mais la vie, c'est pas hasard souvent. Oui, c'est ça, c'est plutôt en général quand on voit un besoin et qu'il n'est pas bien rempli, on commence à se lancer dedans et puis le hasard nous aide à faire les choses. Et du coup, quand tu t'es lancé, tu avais commencé à faire un produit qui était directement payant ou c'était gratuit au début? Non, au début, c'était gratuit. Moi, j'avais un but juste pour créer quelque chose et d'obtenir 100 utilisateurs. C'était juste un nombre que j'ai choisi et j'aimais bien obtenir ça. Et donc, au début, c'était gratuit. Il y a aussi pas mal de bugs quand j'ai commencé. Mais après 2 mois, il y avait un podcasteur qui l'utilisait. Il m'a envoyé un message. Il me dit, Kieran, comment peux-je te payer pour ça? Et je dis, alors, il n'y a pas la possibilité de me donner l'argent. J'ai pas le credit card processing, j'ai pas le code qui prend les détails de carte de crédit. Mais je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et je passe la semaine pour mettre le code pour prendre le carte de crédit. Et après, chaque fois quand quelqu'un demandait les mêmes questions, j'acceptais le paiement. Et avec ça, je testais le prix que le podcasteur voulait payer pour le service. Et après 6 mois, c'est ça quand j'ai changé d'être un service payant et j'ai choisi 14 dollars pour la subscription. Ouais, donc depuis là, c'est toujours payant. Je pas un free plan déjà. D'accord, ouais. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de ton objectif des 100 premiers utilisateurs. C'est un objectif vraiment cool de commencer comme ça. Et tu sais combien de temps tu as mis pour atteindre cet objectif? Alors, je pense que c'était assez rapide. Après, il y avait de petites communautés de bêta-testeurs en ligne où j'ai obtenu les clients qui utilisaient pendant que c'était gratuit en bêta. Mais après, pour obtenir le premier 100 clients qui payaient, je pense que je passais 2 ans pour avoir 100 clients qui payaient chaque mois. C'était un Ah peu oui, vraiment la croissance lentement, juste chaque mois un peu plus. d'accord, ouais. Alors, une notion qui est intéressante, souvent quand on fait un business payant, c'est le churn, le nombre de gens qui arrêtent de payer. Et est-ce D'accord. que tu l'as mesuré, ça? Oui, alors je ne paye pas trop d'attention avec ça parce que ça change toujours. Mais, ça dépend entre aussi le podcasteur qui teste le podcast, qui a une idée, qui crée 2 épisodes et qui finit son podcast directement. C'est vraiment facile, peut-être la motivation avec quelque chose de créatif comme ça aussi. Mais en général, c'est à peu près 5% chaque mois avec les churn. Mais souvent, D'accord. la raison principale, c'est parce qu'ils décident qu'ils n'ont pas la motivation non plus pour continuer le podcast. C'est simplement ça. Aussi, de temps en temps, puis il y a genre, par exemple, j'avais un client, il avait ce podcast avec son père. Et chaque semaine, lui et son père, ils parlaient de le comics. Et lui, son père, il était assez âgé. Et ils ont enregistré ce podcast ensemble pour 3 ans. Malheureusement, cette année, il est décédé. Mais D'accord, ouais. évidemment, le podcast est fini. Mais maintenant, ça reste là toujours pour son fils, mais aussi pour beaucoup de gens partout dans le monde qui écoutaient chaque semaine ce podcast et qui trouvaient une connexion de l'autre bout du monde avec son père. Mm. Alors, du coup, c'est une question qui me vient. Quand les gens arrêtent de payer sur ton produit, Mhm. le podcast continue d'être disponible? Alors, moi, je garde les épisodes pendant je peux. Donc maintenant, jusque là, maintenant, je vais pas
jeter les vieux épisodes de les clients qui payent plus. Je donne le choix pour continuer à podcaster quand il veut et je garde tous les fiches. D'accord. Et aussi, j'ai décidé d'avoir un choix de continuer à payer juste un petit peu, genre le prix d'un café chaque mois pour laisser le podcast, les épisodes restent en ligne pour quelqu'un à écouter. Donc, s'il décide, je ne vais pas continuer à publier un podcast, créer le nouvel épisode, ça c'est bien, il peut payer juste $5 chaque mois et ça reste en ligne disponible pour le. D'accord, c'est malin. Comment t'es venue cette idée-là D'avoir le plan Oui, du prix du café. OK. C'était le minimum pour payer pour le bandwidth qui était nécessaire, pas pour profiter au max, mais juste pour quelque chose qui était bénéficiel pour le podcasters et qui me donne la chance de laisser là en ligne. D'accord, oui. Oui, c'est drivé par la vision du service pour les gens qui ont fait le podcast et pas forcément par l'argent en premier lieu, quoi. C'est ça, non, pas du tout. Ok, c'est super, il y a des intéressant. cas quand souvent le podcast aime bien parler et il m'explique ses problèmes. J'aime bien d'être un vrai humain et dans le customer support, le human customer support. Je suis quelqu'un qui est là et qui comprend son situation. Donc, tu imagines, de temps en temps, il y a des difficultés entre le host et co-host. C'est un peu comme un mariage et ça arrive qu'il y a des problèmes. J'ai dit, alors prends ton temps. Et c'est pas pressé d'avoir un stress de payer pour le service. Donc, je sais qu'il y a des autres services qui, si tu ne payes pas, immédiatement après un mois, c'est coupé, c'est jeté. Mais moi, j'essaie d'être très, très flexible avec le podcasters. Ouais, c'est cool d'avoir une vision un peu humaine, puisqu'on est tous des humains. T'as raison. C'est drôle. Il n'y a pas tout le monde qui a cette façon de penser-là. Et c'est difficile de comprendre pourquoi on est très machinéen. Je ne sais pas si tu vois l'utilisation de ce mot. Pour moi, ma mentalité, c'est j'essaie de faire ce que je veux. Moi, je voudrais d'avoir une expérience comme ça. Du coup, j'essaie de donner la même expérience à mes clients. D'accord, ouais. Là, tu as quel âge ? Moi, j'ai 24 ans. Ok. Et ça fait combien de temps que tu as lancé ton projet ? On ne l'a pas nommé d'ailleurs, je crois. Alors, maintenant, il y a 4 ans depuis j'ai lancé Zencast. D'accord, ouais. Il y a 4 ans. Et actuellement, là, tu as combien de customers payants ? Je ne dis pas exactement le chiffre, juste parce que je sais qu'il y a des competitors qui paient beaucoup d'attention, mais on peut dire que c'est un peu plus 500. Un peu plus de 500. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Et le prix par utilisateur, c'est toujours le même ? C'est ça, c'est 14... Non, j'ai vu que ça changeait. Parce qu'au début, j'avais que le seul plan. Mais maintenant, j'ai plus et plus intéressé par les agences et le radio networks qui voudraient publier plusieurs podcasts. Et donc, j'ai ajouté le choix d'avoir le Plus Plan qui est $80 chaque mois. Et ça peut permettre d'avoir il n'y a pas de limite de podcast. Du coup, si vous avez 4 podcasts, 5 podcasts, 10 podcasts, il n'y a pas de limite si c'est avec le même compte et la même équipe. D'accord, oui. Et donc, du coup, le plan solo, c'est pour un seul podcast, c'est ça ? Ah oui, c'est ça pour un seul podcast. C'est un peu limité, mais pas dans la manière il n'y a pas de pub, il n'y a pas de restrictions de uploads ou downloads. Ok, oui. Oui, c'est un seul podcast, mais après, tu fais comme tu veux. C'est très libre, ouais. Effectivement. Et du coup, après, j'ai ajouté le choix pour le Plus Plan. Évidemment, ça a augmenté le moyen de revenu par client. D'accord, oui. Actuellement, dans tout ce que tu fais dans Zencast, qu'est-ce que tu as fait comme optimisation pour pouvoir augmenter ton revenu récurrent ? Pour moi, le truc, ça commençait
peu avec le product roadmap. Je trouvais que si j'étais un peu, je ne sais pas si je veux dire intelligent avec comment j'ai choisi le product roadmap et qui était le prochain feature, prochain développement pour Zencast, c'est ce qui a ajouté le plus de value avec le revenu avec les clients. Genre, moi, je fais tout le customer support avec moi-même. Avec ça, j'entends les idées, les demandes des clients, les problèmes qu'ils ont, qu'ils veulent faire mieux. Je pense que c'est difficile de dire exactement l'impact de ça. Et c'est pas le data, il n'y a pas un chiffre en particulier que tu peux traquer. Mais en général, c'est d'être là avec le client et entendre exactement ce qu'il veut. Pas juste optimiser genre avec le A/B testing ou le big data. D'accord, oui. T'as plutôt une dynamique humaine, une approche humaine que data-oriented, quoi. Ouais, exactement. Et c'est aussi une question de la taille de l'entreprise. Genre, si tu es une grosse boîte, évidemment, le data, ça devient plus utile parce que chaque client, ouais, c'est pas toujours humain, c'est juste un chiffre. Mais quand tu es petit, tu peux faire les choses comme ça et faire le business d'une manière différente. D'accord, oui. Actuellement, tu es tout seul sur ce projet? Pas exactement. Cette année, moi, j'ai commencé à travailler avec les autres. Et j'ai un pote à moi qui fait le développement et le graphisme un peu dans quelques domaines de le produit. Et aussi, j'ai commencé à travailler aussi avec un autre développeur pour augmenter le code et ajouter plus de tests et vérifier que le site est plus solide. Fiable? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et du coup, actuellement, combien tu fais de revenus récurrents par mois? Moi, c'est un peu plus, ça vers 7000. 7000, d'accord. Ouais. Ah oui, ça commence à être un beau projet. Et, du coup, c'était Zencast, tu es dessus à plein temps depuis le début? Oui, absolument. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fait pour commencer comme ça? Tu avais des économies de côté, tu es retourné chez tes parents? Alors, ouais, donc pendant le gap year, j'étais chez mes parents. Après, j'ai fini le lycée. L'année après, quand j'ai vraiment commencé Zencast, c'était pendant mes études à l'université à Melbourne. J'étais un peu perdu. J'essayais de trouver quelque chose qui m'inspirait un peu à la fac. J'ai choisi plein d'études dans les domaines différents. Je faisais le marketing, le français, le sciences d'ordinateur, quoi d'autre, un peu de psychologie. Mais après tout ça, c'est un peu trop théorétique pour moi et je cherchais quelque chose de différent. Quand je suis tombé sur Zencast, et je sentais quelque chose vraiment inspirant, un peu plus énergique que tout ce que je faisais avant. Et avec la motivation de ça, j'ai choisi de peut-être mettre tout ça à côté. Et j'avais 2 milliards de dollars que j'ai économisé pendant l'université. Et avec ça, je me suis installé en Vietnam pendant 3 semaines pour finir le projet. Après ça, j'avais un peu plus de clients et j'ai continué. Mais évidemment, moi, j'avais mes parents qui étaient là pour moi tout le temps. C'était possible de rester avec eux quand j'avais le besoin. D'accord, oui. Et ça fait combien de temps pour toi que tu considères que tu peux vivre, vivre de ton projet? Maintenant, ouais, je pense que ça fait 2 ans. Après 2 ans, depuis que j'ai commencé, c'était possible. Maintenant, on est 4 ans. Ouais. D'accord, oui. Donc, après 2 ans de ton projet, tu as pu commencer Ouais, à... c'était vraiment la croissance douce, lentement. C'est ce que j'aime parce que je sens que si la croissance est lente, il n'y a pas de grands problèmes qui arrivent immédiatement. Genre, tu peux choisir, tu peux penser à ce que tu vas faire.
et tu peux prendre ton temps. Mais s'il y a énormément de clients qui viennent immédiatement, tout all at once, faut paniquer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le database est cassé. Mais sans le stress de ça, j'aime bien prendre mon temps et choisir ce que je vais faire pour la prochaine chose. D'accord, ouais. Du coup, c'est un peu la vision que tu as pour Zencast, c'est de continuer à grossir comme ça petit à petit et pas de faire la prochaine... Non, pas du tout. Moi, j'ai vu mes potes qui travaillent dans le vrai startup avec toute la pression de la prochaine réunion. Faut finir cet email marketing parce que sinon, on va perdre les clients. Nanana. La pression de ça, je veux pas ça dans ma vie. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. C'est super intéressant parce que je trouve que de tous les indie makers que je rencontre, donc des gens qui font des business indépendants, solo, c'est quelque chose qui revient beaucoup, de ne pas vouloir vouloir une vie balancée, comme on disait tout à l'heure, Oui. et d'avoir du temps pour soi, pour faire évoluer son produit et de bien penser à ce qu'on fait, plutôt que de faire vite pour grossir vite. Ouais. Je pense que si tu passes tout tes temps avec ton business, et si quelque chose se passe avec le business, en particulier si tu es indie, il y a une autre boîte qui est vraiment beaucoup plus grande, genre Google, Apple, qui vient, qui crée quelque chose qui te replace. Alors toi, tu vas être perdu si tu n'as rien d'autre dans ta vie. Mais si tu gardes ton business, ton projet, et ça, c'est un aspect de ta vie. Après, si c'est fini, si ça n'existe plus, tu vas sentir pas si mal si tu n'as pas d'identité ou rien d'autre à faire. D'accord, oui, c'est intéressant. J'avais pas réfléchi ça comme ça. Et du coup, ça me fait penser justement au fait que toi, tu as des concurrents sur ton projet, puisque ton but, c'est d'héberger des podcasts et de pouvoir les diffuser. Et tu en as un super gros de concurrent qui s'appelle Encore. Oui. Il a été créé après ton projet? Je ne me souviens pas exactement le timeline parce qu'au début, quand Anchor est lancé, l'idée c'était d'avoir une appli un peu comme Twitter, mais qu'avec l'audio. Et d'avoir le petit discussion, le petit discours pour 30 secondes, tous en ligne. Et ils ont testé ça pendant 2 ans, je pense, 3 ans. C'était avec un groupe qui s'appelle BetaWorks à New York. Et après, ils cherchaient pour quelque chose qui marchait. Et ils ont tombé le besoin de podcast. Et évidemment, ils ont cherché la grosse croissance. Et je ne me souviens pas exactement le nombre, mais 3 podcasts étaient créés avec Anchor l'année dernière, qui était ajouté à iTunes. Moi, évidemment, il y a un petit peu de peur parce que maintenant, c'est Spotify qui a acheté Anchor. Et ça a changé un peu l'environnement dans le podcasting. Avant, c'était vraiment beaucoup de personnes qui travaillaient dans le podcasting tous ensemble. Il n'y avait pas une seule entreprise qui avait le contrôle de le podcasting. Tu penses avec la vidéo, c'est quoi le nom de le seul business en ligne avec la vidéo? C'est YouTube. Ouais. Et pour le podcasting, jusque-là, peut-être tu peux dire que c'est Apple avec l'Apple Podcast et iTunes Store, mais tu peux créer ton podcast, tu peux l'héberger comme tu veux, tu peux choisir Zencastr, n'importe quoi, avec WordPress, ton propre site, et ça reste disponible, mais maintenant, il y a l'air que peut-être ça va changer avec le podcasting. D'accord, oui. Oui, effectivement, ça va peut-être faire une référence comme YouTube est la seule plateforme qu'on voit quand on veut de la vidéo. Pour l'audio, ça pourrait devenir Encore. Ok. Et du coup, comment tu te vois te positionner face à ça, si ça arrivait?
C'est quoi ta stratégie pour continuer à vivre de ton projet? Alors moi, je pense qu'il serait toujours le besoin d'avoir le podcast qui peut-être sont pas destinés pour le grand public, mais peut-être juste pour un petit public. Par exemple, je vois plus et plus qu'il y a les entreprises qui créent les podcasts pour son employé, ou peut-être il y a des podcasts qui sont créés pour les élèves dans une salle de cours. Donc, j'imagine que le marché changera d'être plus spécifique. C'est un peu comme le hébergement de les sites web. Évidemment, il y a Squarespace, Wix, Weebly, WordPress, mais aussi d'autres possibilités d'avoir un site web. D'accord, oui. Oui, c'est juste un positionnement différent, mais il y a toujours... Par exemple, je sais qu'il y a les competitors de Zencast qui offrent la possibilité de monétiser ces podcasts avec des pubs automatiques. Et moi, au début, je pensais que je ne voudrais pas offrir ça parce que ça prend la possibilité de le podcasteur de vraiment maximiser son profit de son travail. Et si je entre le marché d'advertising et je dis alors, par exemple, avec toi maintenant, si je te crée un deal et je prends une moitié de le revenu de l'advertiser et je te donne l'autre moitié, alors toi, oui, tu gagnes un peu, mais je pense que comme un hébergeur de podcast, je n'offre pas la valeur de justifier ça. Donc, avec Zencast, j'empêche pas le podcaster de choisir son propre advertisers. Ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent. Et vraiment, pour eux, son podcast, son projet, c'est son propre projet. Mais il y a d'autres competitors qui, dans le Terms and Conditions, qui disent non, c'est nous qui est le propriétaire de ton podcast, c'est sur notre plateforme. Je pense que ça, c'est la différence. D'accord, oui, c'est intéressant. Qui est le propriétaire de le podcast. Oui, c'est un peu comme quand on parle du contenu qu'on met sur Facebook ou sur les réseaux sociaux où on dit que finalement il ne nous appartient pas, il appartient au réseau social. C'est intéressant comme vision, mais ça me fait penser que tu as des compétiteurs du coup qui proposent des pubs où ils prennent de l'argent sur la publicité, mais est-ce que tu n'aurais pas une possibilité de proposer de la pub dans le sens où tu facilites les annonceurs à trouver des podcasts et des partenariats, mais sans forcément prendre de l'argent? Oui, je pense un peu de ça. Pour le moment, je ne vais pas décider de faire ça parce que souvent, dans une capacité comme ça, c'est facile de trouver le grand advertisers publicitaire, genre peut-être Squarespace ou Casper Mattresses ou des noms comme ça. Mais avec le podcast, tu peux avoir un public de 100, c'est peut-être 1000 personnes, 10 000 personnes. Et si c'est vraiment une niche, un marché qui est difficile à trouver en ligne dans d'autres formes, tu peux gagner, je sais pas, 500 balles pour une audience de 10 000 si c'est vraiment niche. Mais avec juste une pub générique d'une grande boîte comme Squarespace, ça va pas te donner une vie et tu peux pas vivre avec ça, mais avec une petite publicité, ça serait possible s'il n'y a pas quelqu'un entre les liens là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. If there's not someone else in a deal flow there, it's possible to make more of your own living without someone else entering that. Oui. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui te permette de proposer, de faciliter l'advertising sans prendre d'argent? Ce que j'essaie de dire, que je pense que c'est pas possible pour moi de faire les bonnes relations entre les petits publicitaires et chaque petit podcast. Ça, c'est une relation qui doit être plus naturelle entre eux.
Et ça ne va jamais marcher, je pense. D'accord, oui. Pour Je le vois ce que tu petit. veux dire. Oui, la mise en relation, ça marche quand c'est des gros, dans Oui. des gros deals, mais des petits deals, ça va être beaucoup de travail pour pas beaucoup d'efficacité, quoi. Mais pour moi, d'être un auditeur, quand j'entends le pub de quelque chose aux États-Unis qui est pas relevant de tout, c'est évident que c'est automatique, c'est pas personne à penser de cette pub personnellement. Mais avec le petit podcast, quand tu connais bien le host, et il a choisi son propre publicitaire qui connaît l'audience, ça c'est ce qui marche bien et pour tout le monde, parce que c'est bien d'entendre de la bonne publicitaire d'un produit qui t'intéresse, mais quand ça pique et ça trompe le discours sur un podcast, c'est horrible. Oui, oui. Après, si tu prends l'exemple de Encore, par exemple, parce que du coup, j'ai voulu... la petite histoire, c'est qu'on s'est rencontrés avant que je commence le podcast. Ouais. Et du coup, j'ai voulu passer par toi, mais j'y suis pas arrivé. Mais maintenant, je devrais y arriver. Et donc, le premier épisode, je l'ai distribué via Encore. Et ils m'ont proposé de monétiser en moi-même enregistrant une pub pour eux. Du coup, en faisant une pub personnalisée moi-même, que je mets moi-même dans le podcast, et c'est comme ça qu'ils monétisent. Mais on revient à ce que tu as dit, qui est qu'ils proposent vraiment pas beaucoup d'argent pour le faire. Ouais. Est-ce que tu connais le nom de le publicitaire qu'ils proposaient à toi, frère? C'était Encore eux-mêmes. Encore, ok, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'ils offrent les autres publicitaires aussi? Pour le moment, non, ils m'ont rien proposé d'autre. Et la pub, c'était pour 1000 écoutes, $50. Ok, ouais. Et vu que mon idée du podcast est de garder une niche qui est des entrepreneurs et des solo makers, je pense pas qu'on soit des milliards en France. Donc je pense pas que ça soit rentabilisable comme ça, quoi. Donc effectivement, c'est une question qui se pose de est-ce que ça a vraiment un sens, puisque l'idée même de ce podcast est de trouver des gens qui arrivent à rentabiliser leurs idées. Je pense que ça serait intéressant que moi-même j'arrive un peu à rentabiliser ce podcast. Ça serait un peu montrer l'exemple, on va dire, Ouais. ou au moins essayer. Donc, Mais je pense... oui. avec le podcast aussi, ce que je vois souvent, le podcast, c'est possible évidemment de gagner un peu d'argent avec le publiciment, mais aussi si tu lances quelque chose ou tu as un autre projet, par exemple si tu es un professionnel dans une manière de quelque chose, alors je parlais avec mon dentiste et lui il disait qu'il avait un copain de lui qui était dentiste et qui a son propre podcast, et lui il est vraiment high class dentiste qui fait les études, nanana. Mais pour lui, de parler de ce sujet très niche, mais il trouve les clients, vraiment high class clients, parce que le podcast, ça lui donne l'influence d'être une autorité. D'accord. Oui. Non. Oui, tu penses que le podcast est un bon support pour gagner en autorité, Oui. mais pas forcément pour gagner de l'argent directement. Moi, je pense que ça va continuer d'être un peu plus l'influenceur de le prochain 5 années. D'accord. Eh bien, c'est intéressant. Je suis content alors de faire un podcast. Oui, c'est un bon moment. Ok, parfait. Alors, une de mes questions que j'ai dans ma bucket list, c'est quels sont les objectifs avec tes projets actuellement, donc ton projet Zencast. Quel est ton nouvel objectif, puisqu'à un moment tu avais d'avoir 100 clients, maintenant c'est quoi ton objectif avec Zencast? Alors, il y a deux façons de ça. Le côté de produit, je vais continuer à développer le site, hébergement de site podcast pour le client. Donc, ce serait moins nécessaire d'avoir et de gérer un site différent avec WordPress ou d'autres pour son podcast. Et en même temps, je continue de faire plus avec les analytics et trouver les manières de présenter les data dans une façon qui est plus facile pour les podcasters de faire quelque chose avec le data, pas juste un chiffre, mais un chiffre qui peut donner
un peu d'informations sur son podcast et comment il peut l'améliorer. Aussi, avec le business, le but, c'est d'essayer de trouver un système où je peux peut-être augmenter et trouver les clients dans les différentes méthodes. Genre, par exemple, jusque maintenant, c'est vraiment que le word of mouth, les gens qui se parlent, où j'ai trouvé les clients. Mais évidemment, il y avait des autres competitors qui trouvaient les autres channels pour trouver les clients. Et moi, je voudrais bien tester un peu d'autres channels pour trouver les clients. Donc, peut-être on peut commencer avec 1000 clients et on va voir après ça. D'accord. Donc 1000 clients, ça serait ta prochaine. Ouais, c'est un bon nombre. Ok, c'est le double de ce que tu as aujourd'hui, c'est ça, à peu près? C'est ça. Ok. C'est super intéressant parce que tu viens de citer une des évolutions possibles que tu voudrais, ça serait d'améliorer les statistiques du podcast sur ton site. Et justement, quand j'ai entendu parler parce que j'ai deux ou trois autres amis qui font des podcasts aussi, et qui ont écrit des articles sur le fait que les statistiques de leur podcast, elles sont nulles, et qu'ils n'ont aucune idée de vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc moi j'ai publié mon premier épisode, j'ai pas forcément beaucoup de données, mais tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a actuellement une soixantaine de personnes qui ont écouté. Mais écouter, ça peut être juste l'avoir lancé. Exactement, parce qu'on peut télécharger l'épisode, mais ça reste sur ton portable, mais là, il ne s'est jamais écouté. Alors, techniquement, la raison de ça, c'est parce que le podcasting, il n'y a pas cette seule plateforme, c'est distribué. Et grâce à ça, ou à cause de ça, ça dépend de comment tu sens, mais il y avait vraiment un minimum d'informations qu'on voit de chaque personne, chaque auditeur qui écoutait le podcast. Mais peut-être on va trouver la possibilité de créer ton site et ton podcast pour trouver, OK, quelles personnes qui écoutaient mon podcast, est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur mon site après un peu de conversion, s'ils décident de te contacter après écouter ou d'acheter quelque chose. Je pense que ça serait quelque chose à explorer un peu plus. Je pense qu'une des choses qui peut être intéressante, c'est de faire comme dans Twitter. Tu sais, dès que tu mets un lien dans un tweet ou dans ta description de ton profil, en fait, ils utilisent un short link Twitter. Et du coup, ils ont des statistiques. Moi aussi, j'arrive pas à parler français, décidément. Ils ont des statistiques, du coup, sur le nombre de personnes qui cliquent sur tes liens, le nombre de personnes qui voient tes liens et le nombre qui a cliqué, etc. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans les descriptions et dans tout ce que tu diffuses autour, puisqu'on s'en sert beaucoup dans les podcasts pour rediriger les gens sur des produits, sur ce qui a été dit, etc. D'avoir des statistiques. Moi, je sais qu'actuellement, je mets des liens Bitly dans toutes mes descriptions, mais c'est pas très pratique. Peut-être que d'avoir quelque chose qui fait pour toi les statistiques des liens. C'est la meilleure chose avec les ordinateurs, qu'on y travaille pour toi. Oui, c'est ça. Mais je suis intéressé le matin. C'est quoi ton but avec le podcast? C'est quoi ton rêve pour le podcast? C'est la question que tu me poses? Oui. Alors, pour le moment, j'ai pas vraiment de but précis. Ce que j'aime faire dans ce podcast, c'est rencontrer des gens qui ont des projets, qui font ou qui passent d'une idée à un business qui marche. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que moi, j'aimerais faire pour mes propres projets, parce que j'en ai quelques-uns. Et j'aimerais les rendre profitables, un petit peu, hein, même pas forcément devenir milliardaire avec, mais que ça fasse... au moins, ça rembourse les coûts. Déjà, ça serait bien. C'est une bonne première étape. Et puis, j'aimerais pouvoir partager ce savoir avec plein de gens. C'est pour ça que je fais un podcast et que juste on s'appelle pas en Skype. C'est que plein de gens puissent se rendre compte que des petites idées peuvent faire des petits projets qui font un peu d'argent. On n'est pas obligé de vouloir faire le prochain Facebook. On peut faire plein de petits projets. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Et puis je pense que c'est pas
c'est pas la dynamique de maintenant. Je pense que comme avant, il y avait plein de petites entreprises locales qui, tu vois, je pense à ma famille, j'ai mon oncle qui répare des télés, tu vois, c'est une petite entreprise, mais ça lui suffit pour vivre et pour vivre bien. Du coup, je pense qu'on peut faire ça dans le numérique, faire des petits projets qui sont pas forcément voués à devenir Facebook, mais qui peuvent te rapporter suffisamment d'argent pour vivre ou pour au moins avoir un bon complément de revenus, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ça l'idée du podcast, c'est de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible, en tout cas francophone, parce que j'ai l'impression qu'en anglais, avec Indie Hackers, c'est plutôt bien couvert le sujet. Oui, évidemment, ils ont mis pas mal d'épisodes jusque-là, mais j'espère que ça va être très bien pour toi parce que moi, le discours qu'on avait aujourd'hui, c'était vraiment bien. Et j'espère que je peux continuer à écouter plusieurs épisodes dans l'avenir. Mais je vais essayer de continuer. Là, tu es actuellement le numéro 7, si je dis pas de bêtises, donc le 7e épisode. Pour le moment, j'en ai lancé juste un en ligne au moment où on parle, donc j'ai un peu beaucoup d'avance. C'était pas prévu, mais j'ai eu peur de pas arriver à trouver d'invités assez rapidement. Donc du coup, j'ai beaucoup tourné, enfin j'ai beaucoup contacté de gens, et du coup, beaucoup m'ont répondu. Contrairement à ce que je pensais, tu vois, j'avais discuté avec des gens qui font des podcasts, ils m'ont dit en général que c'était compliqué d'avoir des rendez-vous avec les invités. Et pour le moment, j'y arrive plutôt bien. Ouais, alors tu vas voir qui marche bien avec le podcast. Après, il y a quelqu'un qui vient et qui est là sur le podcast. Chaque personne, après, ça devient plus et plus facile en vitesse sur le podcast. Oui, parce qu'après, tu as une autorité, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Mais j'espère en arriver là. Du coup, on a pas mal dérivé. J'ai plein de questions, il y a plein de choses que je pourrais te parler. La prochaine fois que je suis en France, on peut continuer le discours. Mais alors, justement, j'aimerais te poser une question, parce qu'on en a parlé en off, mais ça serait bien de l'avoir dans le podcast. Pourquoi tu parles français? Je parle un peu le français comme un vache australien. Très bonne reprise d'expression. Mais franchement, ouais, j'ai appris un petit peu de français en lycée en manière de... Moi, je m'appelle Kieran, j'aime bien le sport. Il y a 2 ans, je n'étais pas trop sûr exactement comment se passait l'année. Et j'ai vu un vol de Melbourne, ici en Australie, vers Paris. Je l'ai pris. Je suis arrivé à Paris. Je pourrais lire un petit peu, mais pas trop parler. Je me souviens, la première journée, je suis entré à la boulangerie et la fille là ne me comprenait pas du tout quand j'essayais de commander un sandwich. Mais après un peu de bière, un peu d'apéro, ça continuait et j'ai passé quelques mois là en France. Ouais, donc je suis désolé, tout le monde qui écoute maintenant mon horrible français, mais merci pour essayer de me comprendre. Ouais, ça marche plutôt bien, hein. Je pense qu'on arrive à se comprendre plutôt pas mal. Ouais. C'est très drôle. Et du coup, t'as passé combien de temps en France? L'année dernière, j'étais là pour 4 mois, et l'année avant aussi 4 mois. C'est en 8 mois, c'est plutôt... t'as un bon niveau. Ça va. Ouais, non, moi je trouve. Et du coup, c'est assez drôle parce que je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de Français qui rêvent d'aller en Australie. Il y a beaucoup de Français qui vont en Australie. Et je le vois chaque jour. Moi, où je suis situé ici, c'est juste au début de la Great Ocean Road. Chaque jour, ouais, j'entends les accents français dans le site touristique près d'ici. Aussi à Melbourne, quand je sors dans les boîtes en soirée, tous les Australiens sont partis à 3 heures du mat et il ne reste que le Français qui connaît bien comment fêter. C'est drôle ça. Mais du coup, comment par hasard t'as choisi de venir en France ou t'avais envie de visiter la France déjà? C'est un peu entre les deux, peut-être. Mon père et ma mère, ils sont passés un peu de temps en France avant que je suis né. Mais
ouais, pendant ils habitaient au Royaume-Uni. Mais ouais, donc peut-être quand j'étais jeune, ils en parlaient, mais ouais, c'était un peu par hasard. C'est l'autre bout du monde, un peu comme le français. Ils viennent ici, c'est l'autre bout du monde, juste pour tester une vie différente. C'est ça. Je sais pas si tu connais l'expression l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais, on a le même en anglais. The grass is green on the other side. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on rêve tout le temps de Ouais. l'Australie. Pour les Français, c'est un des très beaux pays où on aimerait vivre. Est-ce que tu penses que c'est comme ça pour les Australiens? Ouais, clairement. Ouais. Alors, le mode ici, après l'université, c'est de faire un Eurotrip pour 3 mois. C'est intéressant que ouais, les Français viennent ici. Ouais, ils voyagent pendant une année, mais ça n'existe pas trop pour les Australiens de faire un Working Holiday Visa en France. Souvent, on choisit Canada pour travailler dans la station de ski ou quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé que j'aime bien maintenant, c'est pour passer l'été, pour faire le VTT en France et pour passer l'été ici en Australie aussi. D'accord, ouais. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu aimes pas mal le sport et tu fais du VTT. Ouais, C'est ça? souvent le VTT, mais cette année, notre but, c'était d'essayer de prendre comment vraiment choper les vagues. Ça fait un peu. Parce que, ouais, donc maintenant, je vais m'installer juste à côté de la plage. J'essaie de prendre, mais putain, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Ouais. Mais je te ferai un petit retour là-dessus, puisque ce week-end, je vais essayer aussi de prendre une journée de cours de surf. Ah, ouais, bon je suis courage. actuellement je suis actuellement à Sagres, au sud de Lisbonne, là, et il y a une grosse école de surf, donc je vais essayer. Ouais, alors, ouais, pour moi, au début, c'était horrible, mais maintenant, après, tu arrives à le niveau où tu peux choper les vagues, ça, c'est le moment où c'est que magique. Après, c'est limitless. Cool. Eh ben, je pense pas en arriver là en un jour, mais j'essaierai. Peut-être l'année prochaine, si on est ensemble en France, on peut aller dans les Landes et trouver un vague 2. Pas de souci. Pas de souci. Du coup, on va arriver aux dernières questions un peu du podcast sur la partie 2. Donc, la question, on a déjà couvert, c'était de est-ce que tu as plein de temps sur tes projets? Oui. Mais est-ce que tu as d'autres projets en ce moment? Sauf le surf, non. Je suis vraiment juste, je pense, de Zencast en termes de projet business. Mais à l'avenir, peut-être on va voir je voudrais faire quelque chose d'autre dans ma vie, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas décider exactement qu'est-ce que je vais faire après Zencast. Ok, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est souvent par hasard qu'on va faire les choses au final. C'est un peu de hasard, un peu de volonté. Ouais. Donc c'est normal si tu sais pas, je pense. Je pense que les gens qui savent tout le temps où ils vont, ils font peut-être moins bien les choses parce qu'ils se laissent pas porter par le hasard. Tu vois, ils forcent les choses. C'est bien de rester un peu ouvert. Qu'est-ce que tu te croises? À tout ce que tu croises, oui. Ouais. Mais clairement, hein, c'est la première personne que j'ai rencontrée, Mathias Mendes, dans le podcast. Mm-hmm. Il a tout fait comme ça. C'est vraiment, il a construit son business par hasard. Il pensait pas du tout faire un business rentable, mais c'est venu parce que, comme toi, des gens lui ont dit mais j'aimerais payer. Ah, on va essayer alors. C'est ça. Et franchement, j'aimerais bien qu'on me dise la même chose sur ce podcast. Comment on peut t'aider? Ça serait très drôle. Je pense que c'est une bonne... c'est un bon... comment dire? C'est quelque chose qui te montre que tu fais les bonnes choses. Quand les gens sont prêts à payer alors que toi, tu n'y avais pas vraiment pensé. Ouais. C'est que tu as vraiment essayé d'apporter de la valeur aux gens avant même de leur prendre quelque chose. Ouais, ça c'est une bonne manière à vivre. Ouais, clairement. Clairement. Du coup, je pense on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait dire là. On a même un peu dérivé, c'était vraiment intéressant comme conversation. On peut aborder les questions finales.
Je pense que je vais noter ce moment-là. Et puis ça sera une preview de l'épisode. Ouais, si tu veux. Du coup, sur mes dernières questions, donc j'ai refait la première avec toi tout à l'heure, je l'ai réécrite pour que ça soit plus simple et plus parlant. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer, pour que ça soit plus facile pour toi? Alors, à l'époque, juste avant et un peu après, j'ai créé l'appli Zencast. Ouais, je cherchais quelque chose à faire. Mais pour moi, évidemment, il y avait des idées qu'on a. Moi, je pensais plein d'idées, mais je suis content que je suis tombé sur quelque chose qui vraiment m'intéresse. Avec le podcast, j'écoute plein de podcasts. Donc, chaque jour, quand je travaille avec quelque chose qui est pour le podcasting, je suis plus ou moins content. Évidemment, il y a des temps quand tout va pas exactement bien, mais dans le pire cas, il y a un minimum qui est bien. Donc, si tu écoutes maintenant et tu pensais créer un ancien projet, un business ou quelque chose, peut-être décide si c'est quelque chose qui te vraiment intéresse et qui tu peux passer 2 ans, 3 ans à travailler avec. Parce que souvent, les choses n'arrivent pas immédiatement et il faut passer au moins 6 mois, je trouve, pour vraiment tester si quelque chose marche bien. Et, donc, ouais, décide si tu veux continuer à faire ça, ça t'intéresse, ou si c'est juste une idée qui va passer, tu serais ennuyeux après 6 mois. D'accord, ouais. Ouais, l'idée est pas mal de se dire que finalement, si on veut lancer quelque chose, c'est quelque chose qu'on est prêt à passer plus de 6 mois dessus. Même si on ne gagne pas d'argent, c'est ça ça nous rapporte rien. Parce qu'avant, peut-être tu n'as pas les clients, tu n'as pas l'argent, mais en pire cas, si tu as appris quelque chose ou tu as créé quelque chose qui t'est fier de, ça c'est bien. Oui, c'est d'avoir appris et d'avoir grandi de ça. Oui, mais si c'est 6 mois et tu n'as rien à montrer, si tu ne peux pas dire à ton père ou ta mère, ah voilà, j'ai créé ça, c'est incroyable, non? Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil. Hein. J'aurais aimé qu'on me le donne. Parce que j'ai fait des projets qui n'étaient pas très... j'ai rien d'autre. Ouais, voilà, qui allaient un peu nulle part. Ok. Du coup, deuxième question. Où c'est qu'on envoie les personnes qui veulent te suivre? Si on veut un peu plus de news. J'utilise pas trop les réseaux sociaux. Peut-être de temps en temps, je suis sur Instagram. Mais la meilleure façon, franchement, j'aime bien l'email. Donc, Kieran, c'est Kyran @zencast.fm. Je le mettrai dans la description. Ça, c'est la méthode que j'aime bien parce qu'après un email, la conversation peut continuer avec un appel ou quelque chose d'autre. Ok. Super intéressant. Quelque chose d'ailleurs qui me fait penser, c'est qu'il y a plein de gens maintenant qui sont de moins en moins sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu es pas trop sur les réseaux sociaux? Je trouve que les réseaux sociaux, tu peux passer une infinite quantité de temps sans rien qui est vraiment vrai. Mais évidemment, c'est utile pour trouver les personnes, organiser des événements, rester en contact avec les personnes qui sont loin. Mais maintenant, j'ai des potes qui sont partout dans le monde et je ne veux pas passer mon temps juste pour liker un truc, laisser un commentaire. Je préfère si en froid, chaque semaine, chaque mois, je passe une demi-heure sur un appel avec eux et après une bonne conversation qui est plus solide que juste liker une photo. D'accord, oui. Oui, c'est intéressant comme vision. C'est plutôt de faire des échanges qui n'ont pas beaucoup de valeur, passer un peu de temps avec les gens. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Une des choses que j'ai changé il y a 1 ou 2 ans,
c'est que j'ai arrêté de mettre mon anniversaire sur Facebook et tout ça, et arrêté de le souhaiter aux gens, parce que souvent, les gens te disent « Hey, bon anniversaire !» et c'est tout. Et en fait, c'est une interaction qui a pris du temps pour toi, parce que tu dois répondre « Merci », et l'autre a pris du temps pour te dire ça, mais... Et c'est la seule fois que tu parles chaque année. C'est ça. En fait... vous aimez pas forcément vous parler parce qu'en ce moment vous vous parlez pas et cette interaction sert à rien. Vous êtes juste pris du temps alors que vous parlez jamais. Donc autant pas le faire et passer plus de temps avec les gens avec qui on a vraiment envie de passer. Je sais pas si tu as 1000 amis sur Facebook. En moyen, ça serait 3 chaque jour qu'il faut souhaiter un bon anniversaire. Et donc, c'est quelques minutes chaque jour pour un peu rien. Oui. Et je crois que j'en avais plus de 1000 avant, et puis j'en ai supprimé pas mal parce que je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose au final. Ouais. C'est bien pour l'ego de dire qu'on a 1000 amis sur Facebook. Mais... ça aussi, c'est plus facile à ajouter quelqu'un, supprimer quelqu'un de Facebook. Oui, clairement. Et du coup, moi aussi, j'essaye de passer un peu plus de temps avec des vrais humains. Ouais, non, c'est bien ça. Plutôt qu'avec des likes. D'ailleurs, j'aime bien je sais pas si tu as vu qu'Instagram essaye d'enlever les likes des posts en ce moment. Ouais, ça fait quelques mois ici en Australie depuis ils ont fait ça. T'as plus les likes, toi? Il y a 4 ou 5 mois depuis ils ont déactivé les likes. Oui, les likes, ça existe toujours, mais ça montre pas le nombre de likes sur le compte. Ouais, je pense que c'est une bonne initiative. Il y a plein de gens qui ont peur de ça. Et je pense que les gens qui ont peur de ça, c'est parce qu'ils sont très motivés par leur ego. Ouais, je parlais avec un pote avec ça. Et maintenant, les questions, les personnes ont peur de liker une photo maintenant parce qu'ils ne connaissent pas combien de personnes ont déjà liké la photo. Et s'il serait le premier de le liker, ça serait... c'est compliqué. C'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Ouais, je pense que de toute façon, avec la technologie, on aura toujours des problèmes vis-à-vis de ça. Il y aura toujours des comportements qui seront pas bons et qu'on voudra corriger. Ouais. Non, la technologie, c'est hyper utile, mais en même temps, il faut faire gaffe un peu parce que sinon, c'est facile de faire des choses qui ne sont pas exactement... je ne sais pas comment dire. La technologie, quand tu l'utilises bien, c'est vraiment bien, mais c'est facile de créer quelque chose qui est utilisé dans une manière qui n'est pas si bien que tu pensais à l'époque. Oui. Le meilleur exemple, c'est le mec qui a inventé la bombe nucléaire. Hein. à la base, lui, il voulait pas faire de bombe. C'est ça. Et puis voilà. Mais il ne savait pas quelle est la bombe nucléaire d'aujourd'hui. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que celui qui a inventé ça s'est suicidé quand la bombe nucléaire, elle a été créée grâce à son invention. Parce que c'est vraiment pas ça qu'il voulait, quoi. Non, on ne peut pas vivre ça que ça. Les problèmes de technologie, quoi. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Kiran, pour cette conversation. Ouais, je t'en prie encore. C'était super de discuter de tout ça avec toi. Merci. Et à bientôt. Ouais, je sais pas quand ça serait, mais j'espère que c'est en France, à une plage. Pas de problème. Ou si tu reviens au Portugal, comme tu m'as dit que tu y étais. Ok. T'es déjà venu. Ciao, Martin. Salut, tu vois. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.